bonjour, très content de parler dans ce cadre de la PHG et à Amiens, qui est un lieu aussi important pour les fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous évoquons nos travaux sur les fusillés, on nous dit souvent « Ah oui, les fusillés pour l'exemple ». Non, les fusillés pour l'exemple, c'est la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs ils sont beaucoup moins nombreux que les fusillés de la Seconde Guerre mondiale, 10 fois moins nombreux, mais c'est une autre histoire passionnante aussi. En tout cas, nous n'allons pas jouer les concurrences mémorielles, il y en a suffisamment, nous n'avons pas les faire entre les deux guerres. Et d'une certaine façon, puisque je présente un dictionnaire qui est dans la série du Métron, le Métron s'intéresserait aussi aux fusillés de la Première Guerre mondiale. On a fait des propositions, d'ailleurs, au ministère de faire une grande commission d'enquête avec des étudiants pour aboutir à un produit type ce dictionnaire. Et on nous a dit non, c'est une œuvre de trop grande ampleur, jamais vous n'y arriverez. On l'a fait pour quelque chose qui est 4 fois plus important pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, pourquoi d'ailleurs le Métron s'est intéressé aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale? C'est à la fois parce qu'on sentait qu'il y avait d'ailleurs un terrain historiographique important, des renouvellements possibles, et puis que la résistance, c'est un grand mouvement social. Apprendre comme ça globalement, les fusillés en font partie, on va voir dans quelle mesure et sous quelle forme, mais puisque le Métron est un dictionnaire du mouvement social, il avait toute légitimité pour s'intéresser à ce sujet. Mais c'est aussi, et puisque nous sommes en Picardie, parce que Jean-Pierre Besse, qui était pour le Métron le responsable résistance du Métron, a eu envie de pousser plus loin. Au début, le projet était un CD-ROM sur les fusillés, et donc il s'est associé avec Thomas Petit et moi-même au titre du Métron pour pousser ce projet en 2007. On est à 10 ans. Malheureusement, vous le savez sans doute, il est décédé en 2012 et finalement tout ce que nous faisons, nos volumes, nos CD-ROM, etc. sont des hommages vis-à-vis de lui, parce que c'était un ami, c'était un très bon chercheur et c'était un type terriblement efficace. Voilà, nous vivons beaucoup dans ce projet. Un projet un peu fou, hein, comme beaucoup ce qu'entreprend le Métron, dans le gigantisme, parce que la matière humaine est fondamentale, importante pour comprendre, on brasse cette matière dans le nombre, pas forcément dans la notoriété, hein, c'est pas forcément la notoriété qui nous attire, c'est au contraire les découvertes des obscurs, des Sandra, des acteurs du mouvement social, et là, la circonstance de la résistance. Et l'aboutissement de l'œuvre tombait bien à l'aboutissement. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est un premier aboutissement, c'est le premier étage d'une fusée, puisque le premier étage d'une fusée, c'était un dictionnaire biographique de 2000 pages qui concerne les fusillés par condamnation et comme otage. C'est la première catégorie que je vais observer dans ma présentation. Mais le gros problème, c'est justement le problème du vocabulaire autour des fusillés. On a appelé fusillés toutes sortes de victimes. Et notre travail d'historien, c'est d'introduire de la rigueur, de la méthode, et de bien séparer. Jean-Pierre Besse l'avait d'ailleurs fait dans un livre qui s'appelait Les fusillés, publié chez le même éditeur, aux éditions de l'Atelier. Mais nous ne sommes pas, alors même si là on a une définition stricte du fusillé, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des gens qui sont fusillés sans condamnation, qui sont exécutés sans condamnation, sous des formes qui sont extrêmement diverses selon les lieux, selon les moments, et qu'il y a des massacrés, et que les limites de ces différentes catégories sont très difficiles à suivre. Donc nous avons décidé, dans un second temps, de faire un site internet qui reprend ce qui est là, mais aussi les autres catégories, et même en allant très loin, parce qu'il y a un moment où les morts en action
on a du mal à les séparer des exécutés. Dans un maquis, répression dans un maquis, entre celui qui reçoit un coup de mitraillette en direct et celui qui est pris, mis dans une cabane et qu'on sort 2 heures plus tard pour l'abattre. Il n'y a pas une différence considérable. Et du coup, on se dit que quand on est face à des listes, etc., on recueille l'ensemble des renseignements. On ne sait pas bien d'ailleurs, parce qu'il faut croire qu'il y a des témoins pour dire dans quelles conditions des gens ont été abattus. Donc là, on se laisse aller à une observation des victimes un petit peu plus large. Donc un site de 10 000 biographies. Et si l'État nous prête aide, parce que ça, on ne mène pas des travaux comme ça sans des soutiens, on aboutira sans doute à 25 000, si on trouve des collaborations. Mais des collaborations, on arrivera à en trouver localement. Alors, le fusillé, c'était le bon moment pour en parler, parce que nous sommes au 70e anniversaire de la libération, et c'est bien à la libération qu'on a parlé des fusillés. C'est là où c'était la figure marquante, dominante. Pourquoi? Parce que la déportation n'était pas encore bien connue. D'abord, le retour se fait à partir d'afflux. On ne mesure pas encore, d'ailleurs même pour la déportation, l'ampleur de la douleur, le nombre, les thématiques de la déportation juive sont encore très mal connues, etc. Donc la répression, c'est la répression que les gens connaissent dans leur ville, dans la proximité de leur profession. Et les fusillés, ils en ont entendu parler pendant la guerre. Les Allemands faisaient publicité des fusillades par condamnation et comme otage. La résistance aussi faisait publicité par des tracts. Radio Londres parlait, citait les noms des fusillés, lisait, commençait à lire des lettres et donnait d'ailleurs des chiffres à différents moments. Et là, c'est là où il y a eu le premier grossissement sur les chiffres par Radio Londres. Et puis on les a retrouvés grossissement à la Libération. Parce que n'importe comment, il faut voir ça avec le recul, l'heure n'était pas ni au comptage ni à la typologie. L'heure était à la propagande pour gagner la guerre, pour battre les collaborateurs, pour battre les nazis, etc. Donc voilà, tout ce qui a pu se dire juste avant la Libération et dans l'année qui suit est bien sûr marqué par cette intensité. Les chiffres réels sont sensiblement différents. Donc le fusillé, c'est une figure de proximité. On redécouvre les fusillés dans les charniers, on organise des obsèques, fin 44, début 45, on met leurs photos dans les journaux, on commence à publier les lettres de fusillés qui sont extrêmement importantes. Donc dans l'anniversaire de la Libération, qui est passé un petit peu inaperçu à côté de la Première Guerre mondiale, qui a été l'élément dominant, mais c'est un aspect tout à fait important. Alors, nous, notre réflexion, elle porte beaucoup sur les catégories, pour justement nous démarquer de cette période de la Libération, où je le vois régulièrement dans les documents ou les témoignages, des gens qui ont été tués par bombardement sur un maquis ont un papier de la préfecture disant telle personne a été fusillée. Donc, fusillé finissait par devenir, à côté de la fusillade constatée, organisée, c'est-à-dire avec un peloton d'exécution, des règles précises, parce que les Allemands respectaient un certain nombre de règles. À côté de ça, toute forme d'exécution devenait fusillade. Et pourquoi pas? Dans le fond, c'est bien des destins tragiques. Mais le travail de l'histoire, c'est derrière les destins tragiques de bien périodiser, mesurer. Ça n'a pas le même sens pour les Allemands, comme dans le fond pour la résistance, selon les formes d'exécution et puis la publicité qui est faite. Alors, on a séparé cette grande catégorie de victimes, et je vais vous parler dans un premier temps des deux grandes catégories, celles qu'on suit dans ce volume. C'est-à-dire
les fusillés dans le cadre de la politique allemande des otages, et les fusillés par condamnation, soit par condamnation de l'État français, soit par condamnation des tribunaux allemands. La politique des otages, et nous on emploie dans nos travaux le mot otage que pour les victimes de la politique allemande des otages de 1941 à 1943, qui est une politique qui est structurée, qui a un sens, qui est destinée à terroriser les populations, qui vise des populations précises. Ensuite, bien sûr, il y a, comme dans toute guerre, saisie par les Allemands, de populations locales, soit d'élus locaux ou de personnalités locales, soit de la population se trouvant là, et qu'on fusille en représailles. Donc nous, on emploie le qualificatif de fusiller en représailles, pour ne pas confondre avec la grande politique des otages. Il faut comprendre la politique des otages des Allemands en sachant que leur intention est de pratiquer différemment en France et sur le front de l'Est. Sur le front de l'Est, il s'agit de conquérir un espace vital, il s'agit de chasser les populations, de les exterminer quand ce sont des populations juives, mais aussi les populations slaves. Dans tous les cas, les mettre hors d'état de continuer à travailler, de faire vivre, de faire du commerce, etc. C'est brutal. Et puis c'est de plus en plus brutal, plus les difficultés sont rencontrées par les Allemands. En France, il s'agit de maintenir la France dans un état de subordination, mais d'utiliser son agriculture, fondamentale pour nourrir la population allemande, et pendant la guerre, comme dans la perspective d'une occupation durable ensuite, maintenir sa capacité industrielle, notamment sa métallurgie, et toute son industrie qui est une industrie extrêmement avancée, et qui est très utile pour l'Allemagne, pour la production de tout le matériel militaire. Les ouvriers français très qualifiés sont cherchés, la preuve c'est ensuite, très vite, ils essayent de les faire venir partiellement en Allemagne, mais de faire marcher. La préoccupation essentielle des Allemands, par exemple, quand ils arrivent à Paris, c'est que l'industrie continue à marcher à Paris. Et ils sont prêts à trouver toutes les formes pour ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est des grèves, c'est des mouvements sociaux, c'est des perturbations qui empêcheraient de produire. Donc, cette politique des otages, elle est dirigée vers ceux qui risquent de porter des contestations dans le monde politique, économique, social, etc. Et donc, ils visent, disent-ils, les communistes, les anarchistes, on voit pas bien ce que les anarchistes viennent faire là-dedans, mais c'est une formulation, et les juifs. C'est surdéterminé politiquement par l'anticommunisme et par l'antisémitisme. Les choix de populations victimes qui se font avec Vichy sont parfois plus larges, parce qu'il y a aussi l'autre idée, c'est que si un attentat a eu lieu ou une menace a eu lieu, il faut s'adresser, il faut réprimer la population qui peut être porteuse. Hein, si par exemple ça concerne les cheminots, on va prendre des cheminots en priorité. Hein. Donc, il y a aussi une dimension socio-professionnelle, et puis Vichy, des fois, arrive à introduire dans les listes des francs-maçons, enfin, on peut dire quand même que c'est le bas. En tête, les communistes qui en sont victimes, et en second, les populations juives sur Paris. Hein, sur Paris, là, il y a énormément de fusillades. Les otages, c'est quand même pour moitié le Mont Valérien, la région parisienne. Mais il y en a un peu partout, il y en a à Amiens, hein, je crois, un nombre de 5, me semble-t-il, sur Amiens. Et là, il y a de la publicité, les Allemands le font savoir. Ce sont des gens qui sont pris parce qu'ils sont connus déjà, donc ils ont une biographie. Ils sont déjà en prison parce qu'ils ont été internés, pour différentes raisons, ils sont là, ils sont dispo. Et donc, c'est une sociologie très différente de ce qu'on va voir par ailleurs. Parce que pour avoir une biographie, il faut avoir été actif avant 1939. Donc, ça va être des élus,
des journalistes, des intellectuels, des syndicalistes. Et il y a bien derrière l'idée aussi de casser une élite du monde ouvrier et du monde politique. C'est des grands noms qui sont... alors vous allez me dire, donc, mais il y a Guy Môquet par exemple, qui est très jeune, mais Guy Môquet c'est vraiment une exception. Et Guy Môquet, il est choisi pour toucher le père, Prosper Môquet, qui lui est un député communiste. Donc là on est dans un cas très particulier, mais la jeunesse justement lui a donné une notoriété, mais des gens aussi jeunes que lui, on en trouve dans l'autre catégorie, c'est-à-dire les fusillés par condamnation. On peut être fusillé par condamnation par les tribunaux militaires allemands pour des raisons diverses, parce qu'on mène une action de résistance, une action de sabotage, une action militaire, mais aussi parce que, à titre individuel, sans être dans un mouvement, on a fait un geste qui gêne les Allemands. On voit un fil téléphonique, on se dit tiens ça va les gêner, hop, on le sectionne. C'est pas forcément dans le cadre d'un réseau, mais c'est quand même tout à fait condamnable. Avoir gardé des armes, l'interdit de garder des armes, c'est affiché. Posséder des armes, ça peut être pour des raisons militaires, ça peut être aussi des braconneurs entêtés qui ne veulent absolument pas rendre leurs armes et dénoncés par un voisin, et ils se retrouvent devant les tribunaux. Ils ont pas forcément, des fois ils sont condamnés à la prison simplement, mais ils peuvent être condamnés à mort. Donc on a des raisons extrêmement diverses, mais plus le temps passe, plus la résistance étant présente, ce sont des raisons de résistance structurées, organisées, des différents mouvements. Là on retrouve justement, là c'est passionnant, les différents mouvements de résistance. Donc il faut faire attention, on ne peut pas faire équivalence totale entre la notion de fusillé et la notion de résistance, mais de plus en plus, le temps passant, ça se rejoint. Et puis, dans le fond, le paysan qui sectionne un câble, le résistant à sa façon. Voilà, c'est une autre définition de la résistance spontanée qui a été extrêmement importante dans cette France de l'occupation. Mais c'est une sociologie complètement différente. Et vous le voyez là, la pyramide des âges des otages et la pyramide des âges des condamnés. On peut monter dessus. Alors, vous voyez tout de suite que les otages sont beaucoup plus âgés. Ils sont dans la pratique moins nombreux, puisque là on les a répertoriés dans leur ensemble, c'est-à-dire fusillés par condamnation 3400 et fusillés comme otage 820. On voit des gens qui ont plus de 30 ans, 40 ans, des fois beaucoup plus vieux, et qui ont un passé. Au contraire, les condamnés, alors vous voyez, très jeunes, très nombreux. Cette jeunesse, elle est très importante pour nous dans l'interprétation. Parce que ce n'est pas la même marque politique et sociale. Un jeune de 18 ans, fusillé pendant la guerre, il n'a pas connu les syndicats organisés dans les entreprises. Il a pu en avoir des répercussions par sa famille, enfin, il n'a pas connu le parti politique libre, la presse. Et donc, son engagement, c'est l'hostilité aux nazis, c'est l'hostilité au régime de Vichy, c'est ça, la première marque. Alors, elle est marquée forcément socialement, selon le milieu dont il vient. Mais il y a une cohésion générationnelle, du coup. Et là, on le voit bien au travers des dernières lettres. C'est très important, les dernières lettres, beaucoup ont été publiées par Guy Criveau-Pisco. On les publie nous-mêmes sur le site, parce que tout n'a pas été publié par Guy Criveau-Pisco. On essaye de recueillir au maximum. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse ce travail très approfondi sur la mienne, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit toute connue. Il y a énormément de choses à lire
dans ces dernières lettres. Les Allemands autorisent les condamnés à écrire 3 lettres. On leur donne un morceau de crayon, du papier, ils écrivent sur le mur ou sur leurs genoux, et toutes ne nous sont pas parvenues, parce que les Allemands pouvaient très bien les déchirer, ces lettres, après, si le contenu ne leur plaisait pas, ils pouvaient les caviarder, les faire caviarder. Alors là, le mécanisme, c'est plutôt que les lettres allaient au tribunal, et au tribunal, il pouvait y avoir décision de caviarder. Des lettres, finalement, n'ont pas été distribuées, sont restées dans les administrations. Il y en a qui ont été, on le sait, parce que certaines ont été distribuées en 45, 46, mais on peut penser que certaines ont disparu comme ça. Et puis il y a des lettres qui parviennent clandestinement aux familles. Les mêmes dernières lettres, qui sont des fois plus courtes, sur des papiers à cigarettes, qui sont glissés dans les vêtements, ou jetés du camion qui emmène les condamnés, et là ramassés, envoyés aux familles. Elles sont précieuses, ces dernières lettres, parce que là on voit le sentiment qu'ont des gens souvent jeunes face à la mort, leur détermination, parce qu'il n'y a pas de lettres avec des regrets, hein, il y a des regrets pas de la vie bien sûr, mais pas avec un retour autocritique. On s'adresse à ses parents, à la mère, au père, à la fiancée, à la femme. C'est d'ailleurs ce à quoi pensent pour l'essentiel les gens auxquels... Alors, il y a un petit peu de politique, il y a un peu de patriotisme, de sentiment que la victoire est inéluctable. Alors, dans tout ce sentiment, on ne pense pas que l'Allemagne va durablement dominer. Mais il y a une grande différence entre les lettres des otages et les lettres des condamnés. Les lettres des otages sont plus politiques et il y a très peu d'allusions religieuses. Dans les lettres des condamnés jeunes, même s'ils sont un peu politisés, même s'ils sont FTP, même s'ils ont rejoint les jeunesses communistes, etc., en général. Et ceux qui ne sont pas comme ça, certains viennent du milieu où la religion est très présente. La religion était très présente en 1900, dans ces années 40, plus présente qu'elle ne l'est dans la France d'aujourd'hui. L'allusion religieuse est généralisée. C'est-à-dire, la dernière personne qui a rencontré, c'est un aumônier. L'aumônier, ça peut être un aumônier allemand, mais des fois, il y a quand même présence d'aumôniers français. On sait qu'au Mont-Valérien, l'aumônier allemand a joué un rôle considérable parce qu'il a gardé trace, tant qu'il a pu, d'informations. Ça a été extrêmement utile. Et on voit des phénomènes au Kremlin-Bicêtre où des jeunes qui ont à peu près une vingtaine d'années, tous les trois se convertissent au protestantisme sous l'influence de l'aumônier protestant et demandent à leur famille d'élever, demandent à leurs fiancés, jeunes femmes, etc., de les suivre dans ce moment est tellement intense qu'il peut permettre des bouleversements là, du point de vue littéraire, sociologique, etc. C'est très important par le nombre de ces lettres. C'est pas une exception, c'est un très grand nombre et c'est tout à fait passionnant. Ouais. Plus jeune, moins inséré dans la vie politique et sociale qui, dans le monde ouvrier, est très marqué par la décristallisation dans ces années 1930, eh bien, ça fait tout de suite un grand décalage. Alors, sans rentrer dans le détail, on va dire quand même qu'il est important de signaler qu'à la citadelle d'Amiens, on retrouve ces deux catégories de population. Il y a des bons connaisseurs dans la salle, mais on en parlera ensuite dans les questions. Nous, il y a bien sûr 35 fusillés à la citadelle d'Amiens. Nous, on rencontre, on a finalement 37 fiches, au lieu de 35. On en a 2 sur lesquelles il y a des hésitations. C'est souvent ça. Hein, on a beaucoup de lieux où on a des inconnus, il y a des corps qu'on peut retrouver, et nous on les traite. On fait la biographie de l'inconnu, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Là, à Amiens, il n'y a qu'un corps qui a été retrouvé comme ça.
Et puis, dans les archives, il nous arrive de trouver des personnages qui ne sont pas, qu'on ne voit pas apparaître ensuite sur les lieux, dans la reconnaissance, etc. Bon, là, c'est le cas, le 23 juillet 40, d'un interné à la prison d'Amiens qui s'appelle Blessel, dont on dit qu'il est exécuté sur place. Certainement, on ne voit pas bien où il peut être ailleurs qu'à la citadelle. On n'a pas son prénom, on n'a pas son âge, mais il a bien des fiches dans les fiches allemandes, il existe. Il s'est passé quelque chose. Quoi? On ne sait pas, mais ça, notre enquête porte aussi là-dessus. Donc, Blessel, pour nous, c'est une fiche, c'est une biographie, même une biographie absente, Et ensuite, à Amiens, ce sont bien sûr les premières fusillades, c'est celles de Lucien Brusque, des villes maçons qui sont là, bien connus sur place, avec quelque chose qui est très intéressant pour Lucien Brusque, c'est qu'un Allemand a pris des photos de la fusillade, qu'il a confié ces photos à développer un photographe d'Amiens, et que ce photographe d'Amiens a gardé les doubles des photos et les a fournis ensuite à des mouvements de résistance. Là, je ne connais pas bien la chronologie, ça veut dire qu'il les a fournis un peu plus tard, on ne sait pas exactement. C'est arrivé jusqu'à Londres, et ça a eu connu un succès photographique mondial, parce que c'était assez exceptionnel, ça a tourné un peu partout, ces photos dans le monde, ces photos de Lucien Brusque. Et c'est des gens qui sont condamnés pour sabotage de lignes téléphoniques. Leur exécution est annoncée par voie de presse, donc là il y a publicité, il y a encore cet effort de publicité. Les Allemands, au bout d'un moment, vont se méfier de la publicité autour des fusillades. Déjà, ils fusillent toujours à l'extérieur de la ville. Alors là, bon, la citadelle elle est dans la ville, mais elle est quand même un petit peu isolée. Souvent, on fusille dans des centres de tir qui sont à l'extérieur de plusieurs kilomètres, parce qu'il y a la place, ça permet une installation, ça permet de gérer les corps. C'est des gros problèmes des Allemands, la gestion des corps. Et ça permet de ne pas entendre dans la ville, on n'entend pas la fusillade, on peut faire la publicité, mais pas que la fusillade soit entendue, ce qui provoque une émotion. Et petit à petit, les services de Vichy leur disent, mais finalement, ça fait de la publicité à la résistance. Les premières fusillades, la population dit, ah bah oui, peut-être que les résistants ont eu tort de faire ce sabotage qui provoque la répression allemande. Et puis, très vite, au contraire, la sympathie va vers la victime. Et l'image de l'armée allemande rentrer poliment en France, se comportant bien, etc., elle s'effondre. Et au final, en 1943, notamment pour la politique des otages, Hitler choisit de mettre fin à la politique des otages au profit d'autres formes de répression. Alors, les condamnations, elles aussi, elles continuent tout le temps, mais elles sont à partir de mi-43, et alors surtout de janvier 1944, la priorité est donnée à l'abattage sur place d'une personne qui est prise dans une activité de résistance. C'est l'exécution sommaire, sans charger les tribunaux. Non pas que les tribunaux, des fois on rejuge deux fois, parce qu'on trouve que le tribunal, qui est un tribunal militaire, qui est formé de juristes allemands et qui se tiennent en langue allemande, les tribunaux, donc les avocats, pour voir qu'ils comprennent ce qui se passe. On peut avoir un avocat, mais il a averti une heure avant du contenu du dossier, et il n'est pas toujours en capacité de maîtriser la situation. Parfois, il arrive que de Berlin, on juge que les condamnations sont trop faibles et on rejuge. Enfin, pour l'essentiel, le système fonctionne avec des règles. Le système des tribunaux militaires allemands, il y a des règles. À partir très nettement à partir de janvier 1944, il n'y a plus de règles. Il y a une grande liberté qui est laissée
à l'armée. Alors on dit tout le temps la Waffen-SS, etc., mais la Wehrmacht est amenée à se comporter de la même façon. Hein. Il n'y a pas, on a eu tendance pendant longtemps à protéger un petit peu la Wehrmacht en disant elle n'a pas eu une brutalité excessive. En réalité, il y avait des raisons aussi politiques dans les années 40-50 de ne pas charger la Wehrmacht, puisqu'il ne s'agit pas de faire des procès de militaires allemands pour que l'Allemagne se restabilise, etc. Mais là, maintenant, sur le plan historique, on est revenu à une vision plus dure de l'observation du fonctionnement de la Wehrmacht. Donc à ce moment-là, c'est l'exécution sur place, et puis ensuite avec mais là on y reviendra dans la dernière partie, les exécutions, les massacres systématiques. Alors, bon, je ne vais pas suivre l'ensemble des 45 fusillés, mais on a 35 fusillés, mais là on voit bien en 1942 que les otages en représailles d'attentats qui ont été faits contre les soldats allemands à Caen, et là c'est vraiment une répression systématique. 1943, ce sont des gens qui sont vraiment organisés dans les FTP notamment, et qui ont pratiqué des attentats, qui sont fusillés d'ailleurs sans aucun regret. Ali peut intervenir à tout moment, hein, c'est supplément. On fait dérailler des trains surtout. Qui ont fait dérailler des trains. Et puis, 1944, 6 fusillés. Alors avec des cas qui sont intéressants là, parce que là on est dans une autre forme de résistance. Gaston Moutardier, 55 ans, déjà un type d'expérience, directeur départemental des PTT, qui pratiquait le renseignement, parce que les gens qui étaient dans une autre administration pouvaient rendre des services considérables, notamment dans cette région et dans le Nord, parce qu'ils étaient en position de pouvoir observer les Allemands par le courrier, par les déplacements, etc., et notamment repérer des centres d'installation de V1, des mouvements et ça pour Londres, c'est fondamental. Savoir où vont s'installer les V1, c'est une information qui permet ensuite de les bombarder, ces lieux, et donc de protéger l'envoi de V1 vers Londres. C'est absolument fondamental. Et là, c'est des réseaux qui sont plutôt, c'est le SOA, c'est des régions, c'est des réseaux qui vont puiser un petit peu dans les classes moyennes, dans les catégories. Un intellectuel comme Cavaillès, par exemple, les fusillés. Et là, les Allemands leur préparent une répression très spécifique, sans publicité. Parce qu'il ne s'agit pas de dire dans un tribunal, ces gens-là faisaient de l'information pour repérer les installations militaires. Là, donc ce sont des tribunaux qui se réunissent clandestinement. Bon, là c'est un petit peu particulier parce que dans le cas de Moutardier, il est passé au tribunal FK, le tribunal ordinaire. Mais souvent il passe devant les tribunaux qu'on appelle les anges gardiens des V1, qui sont des tribunaux mobiles, qui condamnent sans publicité, qui fusillent sans publicité, au point que, par exemple, Gaston Cavaillès, si vous lisez tous les ouvrages, le Larousse, le dictionnaire Larousse, Jean Cavaillès, excusez-moi. Et les dates qui sont données dans le Larousse et partout sont fausses, ces dates de décès. Parce qu'en réalité, des travaux ont indiqué que c'est plusieurs mois après la date qui est donnée officiellement qu'il a été fusillé, parce que c'était des gens qu'on gardait pendant longtemps, ils pouvaient toujours servir, on pouvait toujours les recuisiner, hein, on pouvait toujours poursuivre les réseaux, etc. Donc ça c'est très, très important dans le Nord-Pas-de-Calais à Arras, il y a un certain nombre de ces fusillés, même si dans le nombre à Arras, eh bien, il faut regarder, c'est les mineurs communistes, les gens FTP, c'est eux qui font le nombre.
catégorie qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Finalement, les gens qui, dans la pratique, sont tués par balle, sont exécutés par balle, les plus nombreux, c'est les fusillés sommaires. Et ces fusillés sommaires, donc ils sont dans des circonstances où les Allemands n'ont pas le temps, la possibilité matérielle de les envoyer devant des tribunaux, donc il y a toujours eu des fusillés sommaires, il y en a eu très tôt par réaction immédiate de l'armée à des actions précises. C'est les plus nombreux, ils laissent moins de traces. On n'a pas les dernières lettres, on n'a pas les archives du tribunal, et donc il faut aller chercher l'information sur place, dans les musées locaux, dans les archives départementales, dans les archives de la préfecture, de la gendarmerie, et on a énormément d'inconnus. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus marqué. Et bien sûr, là, il y a la différence zone nord, zone sud. En zone sud, il n'y avait pas, il y a eu très peu de condamnations par tribunaux, parce que le système de tribunal s'installe très tardivement, et il est finalement en place au moment où l'ordre c'est d'exécuter les gens sur place. Donc, dans le sud, dans la Drôme, dans les Alpes-Maritimes, dans les Alpes-de-Provence, etc., ce sont des fusillés sommaires qu'on a pour l'essentiel. Et puis, aussi les massacrés. Voilà, c'est les massacrés à partir de juin, dans la période de déroute pour les armées allemandes, avec l'arrivée de troupes qui viennent du front de l'Est et qui donc ont tendance à reprendre les mêmes méthodes que celles du front de l'Est. À Tulle, quand il y a eu pendaison d'une centaine de personnes, de 99 personnes, le préfet de Vichy leur a dit « mais c'est pas possible, vous n'allez pas faire ça ». Pourtant, vous savez, nous, sur le front de l'Est, on en a des dizaines de milliers de personnes, on l'a pendu comme ça. Non, on n'est pas impressionné par 100 personnes qu'on va prendre à Tulle. N'importe comment, ça y est, on a déjà commencé à les prendre, donc c'est plus le moment de venir protester. Donc et là, on voit, aidés par les milices locales, qui sont les pires, qui sont les plus brutales, qui sont les plus... avec une réflexion d'ailleurs, parce qu'il faut en faire la sociologie des milices locales. Elles sont formées par d'anciens fascistes, mais pour l'essentiel de jeunes qui sont entraînés, sont pris dans ce mécanisme de la violence. Et là, je trouve que ça ressemble beaucoup au djihadisme actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de très grande idéologie, mais une volonté d'être dans la haine du moment, la torture, la mort gratuite, etc. Mais ça fait beaucoup de monde. Il y a des opportunistes aussi là-dedans, c'est qu'il y a de l'argent à gagner, il y a des carrières à faire, etc. Mais cette violence vraiment absolue qu'on peut trouver chez les miliciens mérite d'être observée, parce que c'est des fois les Allemands même qui les ralentissent un peu, qui sont trop impressionnés par cette violence. Et on voit un cas dans la Drôme où les troupes, et là je ne peux pas dire si c'est la milice ou les Allemands, parce qu'ils sont ensemble, ils arrivent ensemble, ils habillent ensemble. Ils arrêtent un cultivateur et son ouvrier agricole qui les soupçonne d'avoir caché ou donné, nourri des maquisards. Ils les pendent attachés dos à dos l'un contre l'autre, par les pieds, et ils les laissent mourir comme ça dans la forêt. Ça veut dire 4 jours d'agonie. Là, on atteint des niveaux où il y a une volonté de barbarie, quoi, qui est quand même très différente. La dureté des Allemands dans les tribunaux militaires est un petit peu différente. Il y a la torture avant par la SD et par ce qu'on appelle la Gestapo, qui est la section 4 c'est le même ensemble. Alors, nous, dans nos travaux, on ne voit pas pourquoi, au bout du compte, séparer, on est amené, on est obligé à faire,
ce qui n'a pas été fait. Ça a été fait localement, mais ça n'a jamais été fait au niveau national, et avec la réinterprétation sociologique, politique, etc. Donc on veut aller vers un grand colloque dans 4 ans qui reprendrait tous ces aspects, mais aller vers cette quête. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une grande enquête sur les fusillades, les exécutions en 1950 quoi. Alors on peut dire qu'il y a eu un petit peu par ce qui n'était pas l'IHTP, qui était le centre d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui dépendait du Premier ministre, où il y a eu des repérages départementaux, avec la grande confusion du genre, c'est-à-dire on appelait là aussi fusillés, toutes sortes de choses, mais il y avait des cartes départementales, il y a eu un travail qui a été fait. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu l'équivalent de ce qui a pu être fait au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le livre d'or des morts. Il n'y a pas eu ce travail. Et alors, pourquoi il n'y a pas ce... Parce qu'il y a quelque chose de très particulier sur les fusillés. Vous remarquez qu'on en parle finalement très peu. Alors, on en a parlé beaucoup à la Libération, on en parle par étapes, mais dans les livres sur la résistance, etc., il y a très peu de place. Parce que justement, il n'y a pas une vision claire. Le fait que les catégories n'aient pas été tracées empêche de travailler. Et donc, du coup, beaucoup pensent à la catégorie des otages, qui est la mieux connue. Et donc, les otages, ils sont communistes pour l'essentiel. Donc, les fusillés sont communistes. Puisqu'ils sont communistes, le Parti communiste se suffit bien à faire sa publicité. Il a fait même en s'en réclamant de l'ensemble des fusillés. D'un autre côté, du côté de la gauche communiste, vu les chiffres annoncés, 75 000 fusillés, on ne va pas faire un livre des fusillés parce qu'il n'y en a pas 75 000. Donc le malaise il est de l'autre côté. Et au bout du compte, personne ne fait le travail à fond. Non, on est hors de tous ces conflits mémoriels, sont complètement dépassés. Le Parti communiste ne parle plus de 75 000 fusillés, etc. Mais il reste toujours la réticence dans les milieux du siècle. Les fusillés, c'est les communistes. Au bout du compte, nous, par nos travaux, on peut mettre en rapport l'engagement et le nombre. Non, sur le nombre, plus on va vers notre catégorie, moins il y a de communistes. Il y a beaucoup de communistes chez les otages. Il y en a déjà moins sous la forme FTP, mais qui est une forme essentiellement FTP, même s'il y a une proximité du Parti communiste. Puis il y en a moins chez les fusillés sommaires, et les massacrés, c'est toute la population. Ça tombe sur le berger qui était là. Et le berger qui était là allait savoir s'il votait aux élections à l'époque du Front populaire, on n'en sait fiche rien. Donc